Ah oui, juste préciser que ce sont des textes qui sont écrits par lui, qui est quelqu'un qui est un sociologue, un anthropologue, qui est Ascanio Celestini, qui est un homme de théâtre italien. Je dis homme de théâtre parce qu'il est auteur, metteur en scène, acteur, et qui s'intéresse très fort aux relations entre la classe dominante et la classe dominée. Et ce texte-ci est issu de Discours à la Nation, un spectacle que je joue, et c'est un homme politique qui prend la parole dans un pays en guerre civile, disons, quand des puissances penchent au balcon et cherchent le consentement de la foule. Et cet homme politique dit: camarades, et je veux vous appeler ainsi, même si je sais que vous n'employez plus ces belles paroles, mais pour moi, vous êtes toujours des camarades. Vous, exploités, miséreux, humiliés, offensés, bref, vous, prolétaires de tous les pays, qui un beau jour deviez vous unir pour briser vos chaînes. Mes très chers camarades, permettez-moi de me présenter, je ne suis pas un camarade, n'est-ce pas, je suis un patron, ou plus précisément, je suis un représentant de la classe dominante, comme le disait Marx, ou je suis un représentant de la classe hégémonique, comme le soutenait Gramsci. Dominante, hégémonique, camarade, ces termes me plaisent. Combien est plus agréable, n'est-ce pas, plus subtil, plus scientifique, le binôme hégémonie-subalternité, à côté de esclave-patron, qui, avouons-le, est quelque peu rebutant. N'est-il pas plus ludique, plus joyeux, plus sautillant, plus dynamique également, le binôme dominant-dominé, dominé-dominant, n'est-ce pas, qui semble vouloir dire d'un clin d'œil: moi je suis au-dessus, toi tu es en dessous, dominant, dominé, dominé, dominant. Ces termes sont beaucoup plus beaux que bourreau et victime. Camarades, je suis venu vous parler honnêtement, avec des paroles franches, sincères et directes. Nous avons tout appris de vous. Nous vous avons exploité pendant des siècles. Nous vous avons enseigné à respecter la propriété privée en vous convainquant que la terre nous appartenait, en vous imposant de nous offrir la moitié de vos récoltes, alors qu'en réalité, c'est nous qui vous volions la moitié de vos peines. Un jour, nous vous avons extirpé de vos champs et de vos ateliers pour vous amasser les uns sur les autres dans des usines, et ce jour-là, vous avez pris conscience et vous vous êtes rebellés. Il vous aura fallu des siècles, c'est vrai, mais au final, et c'est ça qu'il faut retenir, vous y êtes arrivés. Bravo, camarades. Nous aussi, à votre place et dans les mêmes conditions, bien sûr, nous l'aurions fait. Vous nous avez expliqué qu'avant, vous étiez un peu comme des miettes sur la table débarrassées, et que c'est nous, précisément, qui vous avons réunis comme les 5 doigts d'un poing. C'est en usine, disiez-vous, que vous avez acquis une conscience de classe, camarades. Conscience de classe, c'est un mot extraordinaire, fantastique. Et c'est vous qui nous l'avons appris, et c'est vous qui nous l'avez appris. Alors nous vous avons concédé quelques droits, nous vous avons offert, d'abord nous vous avons offert des machines énormes, et coûteuses, des machines à vrai dire que vous n'auriez jamais pu vous offrir vous-même en une vie de travail, des machines sur lesquelles vous deviez opérer en appuyant sur un bouton, en tournant une manivelle, en levant une manette, en appuyant sur un autre bouton, un bleu, un rouge, un jaune, un qui clignote pas, un travail de singe savant. Et vous, au lieu de nous remercier, vous vous êtes énervés. Vous nous avez dit que c'était répétitif et infantilisant, que c'était plus la machine qui servait l'ouvrier, mais bien l'ouvrier qui servait la machine, et que vous ne saviez plus au final si ce tube que vous veniez de fabriquer serait devenu un canon de fusil ou alors la décharge des chiottes, et tout cela vous l'avez appelé aliénation. Camarades, aliénation, c'est un mot exceptionnel, et c'est vous qui nous l'avez appris. Alors, nous vous avons concédé quelques droits, nous vous avons offert la démocratie et la possibilité de voter pour nous, et vous nous avez ri à la figure en nous expliquant que c'était seulement des réformes super structurelles. Vous nous avez expliqué que dans un système capitaliste, les relations qui déterminent le degré de liberté d'un peuple sont basées sur l'argent, comme dans les relations au travail. Donc vous prétendiez avoir des droits, mais des droits à l'usine. Bref, structure, super structure, ce sont des mots extraordinaires, labyrinthiques, et c'est vous qui nous les avez appris. Alors nous avons fait construire des habitations populaires, des campus universitaires, des plaines de jeux, des pistes cyclables pour courir, danser, marcher. Vous nous avez répondu que nous étions paternalistes. Vous nous avez expliqué que les relations entre classes sont essentiellement un conflit. Et ce conflit, vous l'avez appelé lutte de classe. Lutte de classe, c'est un mot à vous. Nous l'avons appris de vous, camarades. Merci. Camarades, vous étiez les premiers de classe et vous nous avez tout appris. Donc vraiment, face à cette extraordinaire capacité qui est vôtre, nous en sommes venus à nous demander, mais pourquoi ce n'est pas vous qui êtes au gouvernement, camarades? Camarades, si le Premier ministre avait été un des vôtres, si le Premier ministre avait été Karl Marx, non pas Karl Marx, mais Bakounine, non pas Bakounine, mais Gramsci, Antonio Gramsci. Vous connaissez Antonio Gramsci, ce petit Italien qui, à 2 ans, déjà eu la colonne vertébrale déformée par une tuberculose osseuse, et pourtant, à 11 ans, il travaillait déjà 10 heures par jour pour gagner 1 kilo de pain, et à cause de cette maladie, pendant toute sa vie, Gramsci n'a mesuré qu'1,50 m, et pourtant c'était un géant. Et malgré qu'il provenait d'une famille très pauvre, en Sardaigne, il a réussi à obtenir une bourse d'études pour la Turin, à l'université, et là-bas, il a vécu dans des conditions encore plus misérables, parce que on raconte qu'il devait tourner en rond pendant l'hiver autour de sa chambre d'étudiant, autour de sa table de cuisine, pour éviter que ses pieds ne gèlent. Il a eu le temps de fonder le Parti communiste italien. Il a tenu son premier et unique discours au Parlement, et après ce discours, il fut emprisonné, à 36 ans. Et pendant les 10 ans d'enfermement qui ont amené Antonio Gramsci jusqu'à sa mort, eh bien, il a renouvelé par écrit la pensée socialiste. Et malgré qu'il a recouvert la liberté seulement 5 jours avant sa mort, au bout d'une très longue maladie, c'est Gramsci qui nous dit que face au pessimisme de la raison, il faut opposer l'optimisme de la volonté. Antonio Gramsci, si lui avait été votre Premier ministre, eh bien je suis persuadé qu'il aurait fait une toute autre équipe gouvernementale. Gramsci aurait pris un travailleur précaire et il l'aurait nommé ministre du Travail. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pris un poète
et il l'aurait nommé ministre de la Culture. Et pas un baron universitaire, un poète ministre de la Culture. Et pas non plus l'ancien ministre de la Police, un poète ministre de la Culture. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pensé à un paysan humilié qui dépense 7 centimes pour produire un kilo de carottes, qui dépense 7 centimes pour produire un kilo de carottes. Il aurait pensé à ce paysan humilié et il lui aurait proposé le poste de ministre de l'Agriculture. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pensé disons, à un immigré pris à coups de machette au Rwanda, qui est déporté en Libye, déporté au Congo, emprisonné en Libye et puis qui arrive sur un rafiot en Sicile. Il aurait pensé à cet immigré rwandais pour devenir notre ministre des Affaires étrangères et pour représenter notre pays aux Nations Unies, à la place d'un aristocrate ambassadeur. Gramsci aurait fait comme ça. À vrai dire, je pense que si même ici, monsieur le modérateur devenait tout à coup ministre du Tourisme, nous serions tous inévitablement dans un pays meilleur. Mais voilà, camarades, au gouvernement, ce n'est pas vous qui êtes, c'est nous qui y sommes. Et vous ne semblez pas seulement docile à notre égard, en même temps, vous semblez heureux, vous nous enviez, vous nous estimez, au lieu de nous haïr et de nous contrer. Camarades, il y a quelques années commencèrent à arriver dans ce pays de nombreux étrangers. Et nous avons pris peur. Nous avons cru qu'ensemble, vous vous seriez armés contre nous. Et au lieu de ça, vous, classe subalterne, vous avez été les premiers à vous ruer contre eux. Nous avons cru que le prolétariat se serait uni au sous-prolétariat et qu'ensemble, évidemment, ils auraient tenté de frapper la bourgeoisie. Au lieu de ça, le prolétariat s'est embourgeoisé et nous a demandé un petit coup de main pour combattre le sous-prolétariat. Quelle déception, camarades. Mais nous ne vous laisserons pas seuls, avec votre ignorance et votre absurde haine de classe au regard des plus faibles, et nous vous aiderons, camarades, à combattre ces miséreux, mais avec les mêmes instruments que nous avons utilisés contre vous. Alors arrêtez de les pointer du doigt, arrêtez de les stigmatiser. Offrez-leur une télévision, offrez-leur une machine à lessiver, offrez-leur la possibilité de faire un petit prêt pour acheter une petite maison avec une petite voiture utilitaire. Camarades, vous les vaincrez par l'illusion. Pour combattre et domestiquer les pauvres, il faut leur faire croire qu'ils sont riches. C'est comme ça que nous avons fait pour vous apprivoiser. Camarades, je le dis toujours à ma servitude parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2016, un bon patron doit se comporter avec une certaine classe, beaucoup d'élégance et de gentillesse. C'est pourquoi je le dis toujours à mes serfs. Pour vous la mettre, camarades, et avec tout le respect que je vous dois très sincèrement, pour vous la mettre dans le cul, camarades, il est inutile d'être mal élevé. Il suffit d'un peu de patience et de 2 doigts de vaseline. Et si un jour, camarades, les Martiens devaient arriver, espérons qu'ils soient plus furieux que vous, plus sérieux que vous, plus ambitieux que vous, et qu'ils nous la fassent enfin, eux, votre grande, belle, merveilleuse, extraordinaire révolution. Celle à laquelle vous ne rêvez même plus. Merci. Nous sommes des parasites. Nous sommes des poux. Nous sommes des poux de fruits. Nous vivons sur une poire. Dans la société des poux, on ne se tutoie jamais parce que nous les poux, nous sommes tellement nombreux qu'il est impossible qu'au cours de sa vie, un poux puisse se retrouver seul en face d'un autre poux et qu'il puisse s'adresser personnellement rien qu'à lui. Nous les poux, nous sommes des milliers, des millions, des milliards, mais nous ne saurions dire combien nous sommes précisément parce que nous ne perdons jamais de temps à nous compter. Nous nous vous voyons, comme le faisaient les Italiens sous le régime fasciste. Du reste, comme on dit, les tiques sont communistes et les poux sont des fascistes. C'est une blague et elle nous fait beaucoup rire dans la société des poux. Nous sommes des poux de poire, et nous passons notre vie à manger la poire sur laquelle nous vivons. Puis arrive le jour où nous levons les yeux pour constater que nous ne sommes plus que quelques milliers. Nous ressentons alors de la tristesse et de la solitude, nous cessons de manger et nous nous mettons à baiser. Puis, nous levons une nouvelle fois les yeux pour constater que nous sommes de nouveau des milliers, des millions, des milliards. Nous cessons de baiser et nous recommençons à manger la poire. Dans la société des poux, les verbes au singulier n'existent pas. Aucun poux ne dirait jamais « je suis », parce que jamais aucun poux ne pourrait être tout seul. Pas plus qu'il pourrait dire « tu es », parce que jamais aucun poux ne pourrait voir un autre poux qui est tout seul. Et donc jamais aucun poux ne pourrait dire « il est », parce qu'aucun poux ne peut imaginer un poux qui est tout seul. Dans la société des poux, nous disons « nous sommes » pour parler de ceux qui sont nous, et nous disons « vous êtes » pour parler à ceux qui sont vous. Il est rare que nous disions « ils sont », c'est une forme qu'on n'utilise que pour les défunts, nous disons « ils sont morts ». Dans la société des poux, nous sommes mangés par un nombre considérable d'animaux. Ceux qui ne nous mangent pas trouvent quand même la manière de nous tuer, par le feu ou le DDT. En revanche, nous les poux, nous ne tuons personne. Nous passons notre temps à manger la poire sur laquelle nous vivons. Et quand nous nous sentons seuls, nous baisons. La seule façon de préserver notre race de l'extinction, c'est la reproduction. Les scientifiques disent que si nous ne faisions pas l'objet d'une extermination permanente, perpétrée, qui plus est par toutes les races présentes sur la planète, nous pourrions devenir si nombreux que nous ferions grossir la Terre au point qu'elle frôlerait la Lune. Mais nous, les poux, nous ne croyons pas que les scientifiques aient raison. Nous ne savons même pas ce que c'est la Lune. Nous sommes occupés à manger et à baiser. Le fait est que les scientifiques disent que nous, les poux, nous ne faisons que 2 choses. Et nous les faisons sans interruption, manger et baiser. Mais nous, les poux, nous pensons que les scientifiques ne sont vraiment pas bien informés sur la vie des poux. Parce que de notre point de vue, manger et baiser sont une seule et même chose. Pour nous, ça veut dire survivre. Pour nous, nous ne pouvons pas faire 2 choses. Nous ne sommes pas relativistes. Et nous sommes d'accord avec l'Église qui condamne la science. La science ne sert à rien. Pour vivre heureux, il en faut peu. Il suffit de baiser et de manger, c'est-à-dire de survivre. La science ne sert qu'à faire peur aux gens. Les scientifiques sont des alarmistes et ils portent la poisse. Ils disent que le climat est en train de changer. On observe une sorte de réchauffement de la poire. Bah tant mieux, les générations futures mangeront de la poire cuite. Ça aussi c'est une blague. Et elle nous fait aussi beaucoup rire dans la société des poux.
Les scientifiques disent que la poire est une source qui s'épuise peu à peu. Mais comment ça pourrait être possible? Les poux de notre génération existent depuis un sacré bout de temps. Nous-mêmes, nous sommes nés il y a déjà 3 jours. Et en ce temps-là, la poire existait déjà. Si donc elle existe depuis 3 jours, elle existera toujours. Nous, les poux, et vous, les êtres humains, nous pensons de la même manière. Nous aussi, tout comme vous, nous croyons tout ce que dit le pape. Nous aussi, tout comme vous, nous rions de toutes les bêtises que racontent les scientifiques. Unissez-vous à nous. Nous sommes déjà un bon nombre, et avec les poux de la poire, avec les vers de la pomme, avec les asticots du fromage, tous ensemble, nous pourrons stopper ce dangereux courant rationaliste. Les scientifiques sont athées et relativistes. Ils ne disent que des méchancetés. Ils devraient se laver la langue au savon. Voici notre devise. L'univers est en expansion, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas ça qui changera la distance entre la cuisine et la salle de bain.